Le bachelier Kong Sueli, de la sainte descendance de Confucius, était un garçon ouvert, discret et raffiné. Il pratiquait la poésie avec bonheur. Parmi ses condisciples, l'un de ses amis les plus intimes, ayant été nommé sous-préfet à Tiantai, lui avait envoyé un message pour l'inviter à le rejoindre. Kong s'y rendit, mais, hélas, pour apprendre à l'arrivée le décès récent de son ami. Abattu et dépourvu de ressources suffisantes pour s'en retourner, il trouva un gîte au monastère de Putuo, dont les moines l'employèrent en échange à faire des copies. À une centaine de pas, à l'ouest de l'établissement religieux, s'étendait la résidence de Maître Shan, fils d'une vieille famille qui s'était ruinée dans un interminable procès. Il avait déménagé à la campagne avec le petit nombre de gens qui lui restaient attachés, laissant la propriété à l'abandon. Un jour, dans le silence d'une grosse chute de neige qui avait chassé tout voyageur, Kong passait par hasard devant leur portail, quand il en vit sortir un beau jeune homme d'allure élégante. Le remarquant à son tour, celui-ci s'empressa de le saluer, et, après quelques mots aimables, le pria de l'honorer de sa visite en s'inclinant. Le garçon lui plut tant d'emblée qu'il accepta volontiers et le suivit à l'intérieur. Les pièces n'étaient pas très spacieuses. Partout étaient suspendus des rideaux de brocart. Un grand nombre de peintures et de calligraphies anciennes étaient accrochées au mur. Sur la table était posé un livre dont l'étiquette indiquait « Notule d'un périple lointain ». Il le feuilleta. C'était un texte qui lui était complètement inconnu. S'il habite la résidence des Shan, il doit être le maître de maison, pensa Kong, sans plus se soucier de s'enquérir de sa position et de ses relations dans les hautes sphères mandarinales. Le jeune homme, par contre, après l'avoir minutieusement interrogé sur son voyage, lui conseilla, poussé par la compassion, de dresser tenture et de recevoir des élèves, c'est-à-dire d'ouvrir une école privée. Où trouverai-je l'émule de Cao Xiao, qui se chargerait d'établir la réputation nécessaire au voyageur perdu que je suis? Si vous ne me trouvez trop médiocre, j'aimerais m'incliner à vos pieds. Kong se réjouit de sa proposition, mais, n'osant s'arroger la position de maître, il le pria de le traiter en ami. Finalement, il lui posa la question « Pourquoi la résidence est-elle restée si longtemps close ?» C'était le palais des Shan dont l'héritier est parti habiter à la campagne il y a des lustres. Voilà pourquoi elle est vide depuis si longtemps. Votre serviteur se nomme Hongfu, et sa maison ancestrale se trouve au Shaanxi, loin à l'ouest. Comme elle a brûlé à la suite d'un feu de prairie, nous nous sommes provisoirement installés ici. Kong se rendit en fin compte que le jeune homme n'était nullement de la famille des Shan. Ils passèrent la soirée ensemble à rire et à deviser avec un tel plaisir que Kong se laissa retenir à partager la même couche. Aux aurores, un domestique se trouvait dans la pièce, occupé à ranimer le charbon des braseros. Le jeune homme se leva le premier pour passer dans les appartements, tandis que Kong restait assis, emmitouflé sous les couvertures. On vint lui annoncer « Notre très respecté maître arrive ». Le bachelier se leva d'un bond. Un noble vieillard entra, à la barbe et aux favoris de givre, et se tourna courtoisement vers Kong en s'excusant de son intrusion. « Merci, maître, de ne pas avoir rejeté mon fils borné et d'avoir consenti à le faire bénéficier de votre enseignement. Mon jeune garçon en est encore à barbouiller des pattes de mouche. Il ne faut pas le traiter en égal par pure amitié. » Sur ces mots, le vieillard lui présenta un habit de brocart, un bonnet de zibeline, une paire de chaussettes et des chaussures. Il attendit que son hôte fût lavé et coiffé pour lui faire servir vin et collation.
La table, les costumes et mille autres choses dont il ignorait le nom étaient un éblouissement pour les yeux. Après plusieurs tournées, le vieil homme se leva, prit congé et s'en fut, appuyé sur une canne. Le repas terminé, le jeune homme lui soumit ses exercices. Ils étaient tous rédigés dans le style de la prose antique. Rien ne relevait de l'art de la dissertation moderne en 8 parties. Comme Kong s'en étonnait, il répondit en riant « Je ne brigue pas de concours ». Le soir venu, il offrit à nouveau du vin. « Buvons à cœur joie cette nuit. Ce ne sera plus permis demain. » Il appela un petit valet. « Va voir si grand-père s'est couché. Si c'est bien le cas, fais discrètement venir Fragrance. » Le garçon partit et revint d'abord apporter, dans un sac brodé, cette sorte de mandoline que l'on appelle pipa. Un petit moment après, paraissait une fille ravissante, soigneusement fardée. Le jeune seigneur lui demanda de jouer l'air des princesses de la Siang. Pinçant les cordes au moyen d'un plectre d'ivoire, elle inspirait une poignante mélancolie par des rythmes mélodieux en rien comparables à ce que Kong avait entendu jusque-là. Puis les tournées se succédèrent en d'énormes gobelets. On but jusqu'à minuit passé. Ils se levèrent tôt le lendemain pour travailler ensemble. Le jeune homme était doué d'une intelligence des plus vives, capable de réciter par cœur ce qui ne lui était passé qu'une seule fois sous les yeux. En l'espace de 2 à 3 mois, sa maîtrise du pinceau devint étonnante. Ils étaient convenus de boire une fois tous les 5 jours, et ne manquaient jamais de faire venir Fragrance. Un soir, comme Kong, échauffé par les vapeurs de l'ivresse, ne la quittait plus des yeux, le jeune seigneur lui dit, comprenant fort bien ce qu'il avait en tête, « Ce n'est qu'une servante que mon vieux père a élevée. Je te sais solitaire, bien cher frère, et sans famille. C'est un projet plus durable que je pense du matin au soir, depuis pas mal de temps. Il faut te trouver un beau parti. Si tu m'accordes cette grâce, puisse-t-elle ressembler à Fragrance? Très cher, tu es de ceux qui ont peu vécu et s'étonnent de tout. Si tu la tiens pour une beauté, il sera facile de te satisfaire. » 6 mois passèrent. Saisi par l'envie de se promener dans les environs, Kong marcha jusqu'au portail dont il trouva les 2 vantaux fermés de l'extérieur. Comme il en demandait la raison, son élève et ami lui répondit « Mon père craint que je ne me disperse en sortant et en me liant à des amis. Aussi ne reçoit-il plus de visiteurs. » Kong s'en trouva satisfait. Cela se produisit au moment de la canicule, lorsque règne une chaleur humide. Les 2 jeunes gens avaient transporté leur quartier dans un kiosque du jardin. C'est alors qu'une enflure de la taille d'une pêche se développa sur la poitrine de Kong. En une nuit, l'abcès devint gros comme un bol. La douleur lui arrachait des gémissements. Son ami, qui le veillait du matin au soir, en oubliait le sommeil et le manger. En quelques jours, le mal avait pris une tournure si aiguë que le malheureux ne pouvait ni boire ni avaler. Le vieux seigneur vint le voir à son tour. Père et fils se regardaient en poussant de profonds soupirs. « J'ai pensé avant-hier, dans la nuit, que ma petite sœur Grâce serait capable de le guérir. Père. Je l'ai fait chercher chez grand-mère, mais je ne m'explique pourquoi elle met si longtemps à venir. » L'instant d'après,
un jeune valet entrait annoncer « Mademoiselle Grace est arrivée, en compagnie de sa tante et de sa cousine Song. » Père et fils se hâtèrent vers les appartements intérieurs. Ils réapparurent peu après, conduisant la fillette auprès du jeune lettré. Elle avait 13 ou 14 ans. Ses yeux charmants pétillaient d'intelligence. La finesse de sa taille lui donnait la souplesse et la beauté naturelle du saule. À la vue de ces charmes, le patient, oubliant les douleurs dont il était perclus, se sentait déjà tout ragaillardi. Le jeune seigneur prit alors la parole. « C'est mon meilleur ami qui m'est plus cher qu'un frère. Soigne-le bien, petite sœur. » Retroussant ses manches avec une expression de pudeur retenue, elle s'approcha de la couche et lui tâta l'époux. Tandis qu'elle lui tenait le poignet, il s'enivrait de son parfum, plus suave que celui de l'orchidée. Ces troubles étaient à prévoir, tant le cœur et les vaisseaux ont été secoués, expliqua-t-elle en souriant. Mais, bien que grave, la maladie est curable. Toutefois, comme l'excroissance s'est déjà formée, l'ablation reste la seule solution. Elle fit glisser de son bras un bracelet en or qu'elle posa à l'endroit affecté et pressa très doucement. La tumeur se souleva d'un peu plus d'un pouce au-dessus de l'anneau, si bien que l'enflure s'y trouva bientôt entièrement enfermée au niveau de la racine, sans reprendre la dimension d'un bol qu'elle avait auparavant. De l'autre main, elle ouvrit le devant de sa robe de mousseline, en sortit un couteau de poche dont la lame avait l'épaisseur d'une feuille de papier, et, la maintenant sous le bracelet, trancha délicatement à la racine. Un sang violacé jaillit, souillant la natte et la literie. Cependant, captivé par la proximité de cette ravissante créature, le patient non seulement ne ressentait aucune douleur, mais n'avait qu'une crainte, que l'opération ne s'achevât trop vite, le privant prématurément de cette charmante présence tout contre lui. La boule de chair putréfiée fut tranchée aussi prestement que l'excroissance d'un arbre atteint de maladie. Elle cracha une pilule rouge qu'elle retenait dans sa bouche, de la grosseur d'une balle d'arquebuse ou d'une bille de fronde. L'appliqua sur la chair et la fit rouler tout autour de la plaie. Kong ressentit d'abord une vive brûlure, au second tour d'une démangeaison insistante, et au troisième une sensation de fraîcheur qui envahit le corps entier, pénétrant jusqu'à la moelle. Après avoir récupéré la pilule en l'avalant, la toute jeune fille déclara « Vous êtes guéri » et sortit à pas pressés. Le jeune homme, dont la grave maladie avait disparu comme par enchantement, sauta sur ses pieds et courut la remercier. Mais la pensée lancinante de ce visage radieux lui causait une autre douleur, à laquelle il ne savait comment mettre un terme. Dès lors, délaissant les livres, il resta comme hébété, incapable d'occuper autrement ses loisirs. « Je t'ai trouvé une beauté qui serait la compagne idéale, » lui annonça l'ami qui avait compris ce qui le tourmentait. « Qui est-ce » ? C'est aussi une parente. Kong resta longtemps perdu dans ses rêveries avant de se contenter de répliquer « Ce n'est pas la peine. » Puis, tourné vers le mur, il récita « À quoi bon ces eaux, pour qui a vogué sur la mer ? Il n'est de nuages que ceux du monde des sorcières. » Comprenant l'allusion, le jeune seigneur objecta. « Mon père ressent une profonde admiration pour tes talents et souhaiterait te retenir par les liens du mariage. Mais ma petite sœur est vraiment trop jeune. J'ai une cousine, Ah Song, qui a 18 ans et qui n'est pas mal du tout.
si tu ne me crois, ma cousine passe tous les jours devant le kiosque du jardin. Il suffirait de t'y poser du bon côté pour la contempler tout en dessous. » Kong suivit ses conseils. Il vit en effet venir, en compagnie de Grâce, une vraie beauté. Sourcils dessinant la courbe des ailes de phalène, petits pieds mignons tels que courbes de lotus agaçant des phénix. Bref, c'était une compagne digne en tout point de Grâce. Conquis, Kong pria son ami de se mettre en campagne. Le lendemain, celui-ci revenait des appartements intérieurs pour le féliciter en déclarant que tout était arrangé. On libéra une autre cour pour la célébration du mariage. Fifres et tambours résonnèrent ce soir-là dans toute la maison. Partout vola la poussière soulevée par une animation inhabituelle. De se trouver soudainement sous le même baldaquin en compagnie de la divine qu'il avait naguère contemplée, donnait au jeune marié l'impression de se trouver au palais de vaste froidure, sans être monté aux cieux. Après la réunion des couples qui concluait le mariage, de bien plus grandes satisfactions encore comblèrent son cœur. Un soir, le jeune seigneur dut lui en parler. « Jamais je n'oublierai la bienveillance avec laquelle tu as taillé et limé mon incompétence. Sieur Shan vient d'arriver au terme de son procès et, de retour, réclame de façon pressante l'évacuation de sa résidence. Il nous faut l'abandonner et nous en retourner dans l'Ouest. Dans ces circonstances, il sera difficile de nous revoir. C'est pourquoi tant me navre la perspective de cette séparation. » Kong souhaitait les suivre, mais son ami l'engageait vivement à regagner son pays natal. Comme il faisait valoir que cela lui serait difficile, le jeune seigneur lui répondit « Ne t'en inquiète pas, je te raccompagne sur le champ si tu veux. » Sans autre préambule, le vieux seigneur lui amena Dame Song, sa femme, et lui offrit 100 taels d'or. Prenant par la main chacun des époux, le jeune seigneur les pria de fermer les yeux et leur recommanda de ne pas les ouvrir pour regarder à la dérobée. Ils se sentaient flotter dans l'espace, n'entendant plus que le sifflement du vent à leurs oreilles. « On est arrivé !» s'exclama leur guide un bon moment plus tard. Kong ouvrit les yeux et reconnut en effet son village natal. Il comprenait enfin que son ami ne devait pas être une créature humaine. Il cogna joyeusement à la porte de sa maison. Quelle ne fut pas la surprise de sa mère, et quelle ne fut pas leur commune émotion, quand le regard de celle-ci tomba sur la belle épouse. Lorsqu'il se retourna, le jeune seigneur avait disparu. Dame Song servait sa belle-mère avec dévouement. Sa réputation de beauté et de sagesse se répandit au loin. Après avoir obtenu le grade de docteur au concours Mandarino, Kong fut nommé juge à Yan'an et se rendit à son poste avec sa famille. Dame Song donna naissance à un fils, prénommé Xiao Huan, ce qui signifie petit mandarin.
limogé pour s'être opposé au censeur, Kong, assigné à résidence, ne pouvait rentrer au pays. Il chassait dans la campagne environnante lorsqu'il tomba sur un beau jeune homme qui chevauchait un noir palefroid et le regardait avec insistance. Kong, à son tour, le dévisagea. C'était le jeune seigneur Huan Fu. Tirant sur les rênes pour arrêter leur monture, ils se retrouvèrent avec une joie mêlée de tristesse. Invité à le suivre, Kong parvint à un village dont les arbres formaient une épaisse frondaison qui cachait le soleil. À l'entrée de la résidence, d'imposants vantaux s'ornaient de gros clous d'or macérés, tels que ceux en usage dans les grandes familles héréditaires. Kong demanda des nouvelles de la petite sœur. Elle était mariée. Sa belle-mère n'était plus de ce monde. Il en fut profondément affecté. Après y avoir passé la nuit, il prit congé et s'apprêtait à s'en retourner avec sa femme, lorsqu'à son tour, Grâce se présenta. Elle prit le fils de Kong dans ses bras et plaisanta en le soulevant. « Tu as trouvé la pureté de notre race, cousine. » Comme il la remerciait des soins qu'elle lui avait naguère prodigués, Grâce se mit à rire. « Bien que vous ayez accédé aux honneurs, cher beau-frère, vous n'avez pas oublié la douleur d'une blessure depuis longtemps cicatrisée. » Le mari, Wu, vint à son tour les saluer, de sorte que le couple se laissa convaincre de passer une seconde nuit. Un jour, la mine assombrie, le jeune seigneur vint s'adresser à Kong. « Le ciel va nous frapper d'un terrible malheur. Pourrais-tu te porter à notre secours ?» Kong l'assura sans hésitation qu'il était prêt à en assumer la responsabilité, bien qu'il ignorât de quoi il s'agissait. L'ami s'empressa de sortir rassembler sa famille et la fit entrer dans la salle où elle se rangea afin de saluer et de remercier son bienfaiteur. De plus en plus alarmé, Kong assaillit de questions son ami qui finit par expliquer « Nous ne sommes pas d'espèce humaine, mais des renards, et risquons d'être foudroyés. Si tu es prêt à embraver le péril, nous pouvons espérer que la famille tout entière s'en tirera. Sinon, prenez votre fils et partez sans vous en mêler. » Kong prêta le serment de vivre ou de mourir avec eux. Son ami lui fit alors tenir une épée à la porte. « Surtout, ne bouge pas quand la foudre frappera dans un vacarme assourdissant, » insista-t-il. Kong suivit ses instructions. Bientôt, en effet, de sombres nuages obscurcirent le jour au point que les ténèbres avaient l'opacité d'un rocher noir. Il se retourna pour jeter un coup d'œil sur la vieille demeure. Le portail avait disparu. On ne distinguait plus qu'un tumulus élevé au-dessus d'un gouffre sans fond. Il n'était pas encore revenu de sa stupeur que le fracas du tonnerre ébranlait la montagne. Une violente tornade, accompagnée de pluies torrentielles, arrachait les vieux arbres. Ébloui, assourdi, Kong tenait bon, sans faire le moindre mouvement. Tout à coup, une créature démoniaque au bec acéré et aux longues griffes émergea des flocons noirs d'un brouillard dense. Elle sortait du gouffre en tenant quelque chose dans ses serres, montant droit vers le ciel le long de la colonne de fumée noire. Vêtements et chaussures lui remémorèrent du premier coup d'œil Grâce. Quittant d'un bond sa position, il frappa de son glaive le démon qui lâcha sa proie. Soudain, la foudre s'abattit dans un terrible fracas. Kong s'effondra et tomba inanimé. Peu après, le beau temps revenait.
Grâce avait repris conscience. Découvrant à ses côtés le corps sans vie du jeune homme, elle éclata en sanglots. « À quoi bon vivre, alors que tu es mort pour moi ?» Dame Song réapparut à son tour. Elles le ramenèrent ensemble sur un brancard. Grâce demanda à sa cousine de lui soulever la tête, tandis que son frère lui desserrait les dents au moyen d'une épingle à cheveux en or. Puis, lui pinçant le menton, elle lui glissa dans la bouche une pilule rouge du bout de la langue. Enfin, lui appliquant les lèvres contre les siennes, elle lui insuffla son haleine chaude, qui poussa la pilule jusqu'au fond de la gorge, où elle provoqua un toussotement. Un moment plus tard, il se réveillait, et, hébété, comme sortant d'un rêve, se vit entouré de tous les membres de la famille. L'alarme passée, la maisonnée entière, à nouveau réunie, put alors se laisser aller à la joie. Kong leur fit valoir qu'il ne saurait habiter indéfiniment cette sombre fosse, et leur proposa de rentrer avec lui en son pays natal. L'assemblée entière l'approuva, sauf Grâce, qui semblait malheureuse. Il lui suggéra de venir avec son mari, mais son inquiétude concernait les beaux-parents, qui ne consentiraient jamais à se séparer de leur jeune fils. On en discuta la journée entière, sans résultat. C'est alors que survint un petit valet de la famille Wu, haletant, en sueur. Comme on le pressait de questions inquiètes, il raconta que le même jour, un terrible malheur avait frappé la famille Wu, dont tous les membres avaient péri. Grâce trépignait de douleur, secouée de sanglots sans fin. Tous s'efforçaient de la consoler et de la réconforter. On se rallia donc au projet de rentrer tous ensemble. Kong retourna passer quelques jours en ville pour régler ses affaires. Puis, chose faite, plia bagage dans la nuit même. Rentré au pays, il trouva, pour y installer son ami, un jardin inoccupé, dont il ne manquait jamais de fermer la barrière en s'en allant. On ne retirait la barre que lorsque lui-même ou Dame Song, son épouse, était en visite. Kong venait jouer aux échecs ou au go, boire une coupe, bavarder ou s'entretenir avec le frère et la sœur comme d'un membre d'une famille très unie. Petit Mandarin devint un fort beau garçon en grandissant. Il gardait un je ne sais quoi du renard. Son origine était de notoriété publique. À le voir se promener en ville ou au marché, nul n'aurait pu ignorer qu'il était fils de renarde. Le chroniqueur de l'étrange. En ce qui me concerne, si j'envie Kong, ce n'est pas tant d'avoir trouvé une jolie femme que de s'être fait un ami intime. Contempler le visage d'une beauté peut faire oublier la faim. Sa voix mélodieuse peut détendre les muscles zygomatiques. Mais disposer d'un bon ami, pouvoir trinquer et bavarder à tout moment, n'est-ce pas une fusion des âmes de loin supérieure au pêle-mêle des vêtements dénoués